Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une pierre deux coups. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je trouve qu'une vidéo hebdomadaire, une vidéo par semaine, c'est beaucoup trop, ça me demande beaucoup de temps. Et puis je n'ai pas grand-chose à raconter. D'une semaine à l'autre, les choses se suivent. Mais en un mois, il y a beaucoup à dire. Surtout ce mois-ci. Alors faisons les choses dans l'ordre et commençons par le début. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce mois-ci je suis retourné à l'entreprise. Et j'ai continué à travailler sur le chantier dont j'ai déjà un peu parlé. Mais pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu dans ce chantier, je vais tenter de vous expliquer un peu plus en détail tout ce qu'il y a à faire. Il s'agit d'un chantier tout à fait banal, une intervention sur une façade d'immeuble qui date, je pense, du 19e siècle. C'est toute la façade, côté îlot, donc à l'opposé de la rue, qui doit être rénovée. L'immeuble longe l'entrée d'une impasse et il y a devant une belle place pour garer le camion et être à l'aise pour travailler. La façade fait 4 niveaux, il y a une vingtaine de baies, c'est-à-dire d'ouvertures dans le mur. Il faut donc changer toutes les pierres d'encadrement des baies, donc les jambages, les appuis, les plates-bandes. Il faut également changer le cordon qui ceinture la façade en son milieu et la corniche qui la termine en hauteur. Voici comment on procède. D'abord, il faut bûcher, c'est-à-dire casser, enlever toutes les vieilles pierres de la façade pour pouvoir mettre les nouvelles à la place. Pour ça, on va utiliser un burineur. Le plus délicat à enlever, ce sont les pierres de la plate-bande, parce qu'elles risquent de tomber. On va donc venir les étayer, on pose une planche, deux étais qui viennent s'appuyer sur l'ancien appui de la fenêtre, pour s'assurer que les pierres ne tombent pas et qu'on puisse les enlever sans faire de casse. Il faut faire attention par contre parce que certaines pierres de la maçonnerie, certains moellons de la maçonnerie au-dessus, peuvent se décrocher. Il faut donc être assez délicat, assez précis, mais en général, ils tiennent bien parce qu'ils sont pris dans la maçonnerie, ils sont encastrés, ça ne bouge pas. Ensuite, on va poser les nouvelles pierres. Il faut d'abord poser deux petits appuis en bas des jambages, puis poser les jambages en alternant des pierres longues, des lancis, et des pierres courtes, des pieds droits. On monte comme ça, jusqu'en haut de la fenêtre. Il faut toujours faire attention, vérifier que les pierres sont bien alignées, avec une règle, avec un niveau. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Comme le dit une petite blague qu'on m'a déjà faite plusieurs fois, les charpentiers travaillent au dixième de millimètre, les mécaniciens au centième de millimètre, et les tailleurs de pierre travaillent juste. Une fois les jambages posés, il faut poser la plate-bande, c'est-à-dire une voûte plate. C'est l'équivalent d'un linteau, mais en plusieurs morceaux. Pour pouvoir les poser, il faut à nouveau étayer. On remet deux étais, une planche, et il faut s'assurer que cette planche soit parfaitement horizontale. C'est très important parce que derrière, les pierres de la plate-bande doivent être posées le plus précisément possible. On met donc en place les étais, la planche, puis on vient poser les claveaux, c'est-à-dire les éléments de la plate-bande. Et c'est seulement une fois qu'ils sont tous bien en place, bien réglés, qu'on peut se préoccuper de mettre du mortier entre les blocs. On ne les fait pas un par un, mais on fait tout ensemble. C'est la meilleure manière pour s'assurer que tout est bien aligné, tout est droit, tout est horizontal, vertical, et qu'il n'y a pas de défaut, pas de problème. Une chose importante aussi à vérifier, l'écart entre les pierres, c'est-à-dire les joints, doit être toujours le même. Ce serait pas beau, en effet, de constater qu'on a un joint qui fait, mettons, 5 mm et un autre qui en fait 1 cm. Peut-être qu'un œil non averti ne s'en aperçoit pas, mais celui qui regarde la façade attentivement s'apercevra qu'il y a un défaut, c'est pas beau, ça fait pas propre comme travail. Et c'est ce genre de petits détails qui font toute la réputation d'une entreprise. Si on fait un travail propre, précis, régulier, alors on est sûr d'avoir du travail. Pour finir, une fois que le mortier de la plate-bande a bien durci en plusieurs jours, on peut enlever les étais et venir poser la pierre d'appui en bas. On la pose à la fin parce qu'on ne peut pas mettre les étais sur la pierre d'appui, on risquerait de l'abîmer. C'est donc la toute dernière pièce que l'on pose, contre-intuitivement, c'est la pierre du bas. Ensuite, une fois que le chantier sera fini, pour nous tailleurs de pierre, il y a des zingueurs qui viendront poser sur les appuis un morceau de zinc qui va permettre d'empêcher la pluie de s'infiltrer dans la pierre. L'ensemble de la façade utilise une pierre de tuffeau, c'est une pierre qui est très tendre et qui absorbe l'eau.
et qui a tendance à réagir d'ailleurs pas très bien avec l'eau. C'est pour ça qu'il faut régulièrement changer les pierres de tuffeau. Au bout de 50, 100 ans, on commence à voir des croûtes qui se forment en surface de la pierre et qui peuvent tomber, et c'est comme ça que les pierres s'érodent, s'abîment. On voit sur les vieilles façades qui n'ont pas été restaurées en tuffeau qu'il peut manquer parfois 1-2 cm d'épaisseur de pierre qui ont tout simplement disparu, emportés par la pluie en réagissant chimiquement avec l'eau. La pollution évidemment n'aide pas. Une fois la pluie posée, on peut faire les finitions, c'est-à-dire passer le chemin de fer, un outil qui va venir gratter la pierre et qui va permettre d'avoir une texture uniforme et de corriger tous les petits défauts, toutes les imperfections. C'est comme ça qu'on obtient une surface parfaitement plane. Étant donné que je suis jeune apprenti, je n'ai pas encore beaucoup de responsabilités et je fais des tâches assez simples. J'ai beaucoup fait le manœuvre, c'est-à-dire évacuer les gravats lorsqu'on bûche les pierres, porter les pierres neuves. J'ai également gâché du mortier, fait tourner des bétonnières, dans lesquelles on ne fait pas du béton, mais du mortier. Le mortier, je le rappelle, c'est un mélange de chaux, de sable et d'eau, rien d'autre. On peut faire également du mortier de ciment, mais le ciment n'est pas bon pour les pierres, c'est un matériau en réagissant avec l'eau qui va devenir trop imperméable. Les pierres, au contraire, laissent passer l'humidité, ça risquerait donc de piéger l'humidité dans les murs. Vous imaginez que ce n'est pas très bon. La pierre stocke l'humidité, ça risque fortement de la dégrader, surtout si c'est du tuffeau. Et on voit bien, les bâtiments qui ont été restaurés jadis avec du ciment ont tendance à se dégrader beaucoup plus vite que ceux qui sont restaurés avec de la chaux, ou même, pourquoi pas, de l'argile, car on peut faire des mélanges d'argile. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais c'est une technique qui existait autrefois. J'ai fait d'autres tâches, évidemment, sur le chantier, je n'ai pas fait que le manœuvre, je suis là pour apprendre, il faut donc que je me confronte à la réalité de la construction. J'ai donc, comme tâche de construction, beaucoup fiché, coulé les pierres et bouché les trous. Alors en quoi ça consiste? Lorsqu'une pierre est posée, il va y avoir un écart entre le jambage et la fenêtre, un petit écart de quelques millimètres. Il va falloir venir remplir cet écart de mortier. C'est-à-dire qu'on fiche la pierre, on va l'empêcher de bouger en mettant du mortier à cet endroit-là. C'est aussi pour boucher le joint. Et on fait la même chose de l'autre côté de la pierre, entre la maçonnerie et le bloc de pierre. Parfois, il y a besoin de rajouter quelques petits moellons si l'espace entre la pierre et la maçonnerie est trop important. Ensuite, pour couler la pierre, on va venir couler un mortier très liquide à l'arrière de la pierre. Une fois qu'on a bien fiché la pierre, qu'elle ne bouge plus et que les côtés sont pleins de mortier, on vient mettre un mortier liquide derrière, parfois encore avec des petits morceaux de moellons. Le but, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'air entre la pierre et le mur, pour que la pierre tienne bien, que le mur tienne bien, que tout soit solidaire, et qu'on ait quelque chose qui ne bouge pas dans le temps et qui puisse être encore là dans un siècle. Et puis la troisième étape, boucher les trous, c'est surtout, une fois qu'on a posé la plate-bande, on va avoir un espace qui peut faire 10-20 cm entre le sommet de la plate-bande, qu'on appelle extrados, et la maçonnerie qui reprend au-dessus. C'est normal, quand on a enlevé l'ancienne plate-bande, il y a quelques pierres qui sont tombées. Il va donc falloir reconstruire toute une maçonnerie de moellons à cet endroit-là. On bouche le trou et on s'assure d'atteindre à nouveau le niveau vertical du mur, s'aligner proprement. Sur ce chantier, on n'a pas à s'inquiéter d'avoir un rendu très propre sur cette maçonnerie, puisque derrière, il va y avoir un enduit qui va être posé par des enduiseurs professionnels. Seules les pierres de taille vont être visibles. Plutôt pratique. À ce stade-là, je suis assez content de ma progression. Je comprends de mieux en mieux l'organisation du chantier, je m'organise mieux moi-même, et puis, chose importante, les pierres me paraissent de plus en plus légères. Je sens un vrai changement dans ma manière d'appréhender le chantier et dans mon corps, et je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a encore quelques mois où j'étais inactif ou étudiant. Je fais quelque chose de concret, ma vie prend un tournant vraiment très positif. Mais si je sens tous les progrès que je fais, je vois aussi l'ampleur assez considérable de tous les progrès que j'ai encore à faire. Parce que si mes gestes sont de plus en plus précis et que j'arrive mieux à visualiser le chantier, il faut que je gagne en vitesse, que je gagne en précision, que je gagne en force. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est bien normal, ça ne fait que 2 mois que j'ai commencé mon apprentissage. Mais pour le moment, je n'ai à me plaindre de rien, je suis très content de ce que je fais. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont un peu manuelles, qui
qui sont intéressés par le monde de la construction de se tourner vers la pierre, la taille de pierre. Je pense que c'est un métier d'avenir, et c'est un métier qui est très agréable à faire, qui est très bon, qui est en tout cas, je pense, bien plus agréable que de manipuler du béton et de l'acier. Il faut maintenant que je vous parle d'une dernière tâche qu'on m'a confiée, il y a tout juste un peu plus d'une semaine. J'ai commencé à poser mes premières pierres. Et ça, c'est très agréable. Je commence à être dans quelque chose de vraiment concret. Poser la pierre, ça veut dire préparer le lit de pose, prendre, la mettre en place et s'assurer qu'elle est bien calée et qu'elle s'aligne bien à toutes les autres. Le travail vraiment sérieux commence. Et je me débrouille pas trop mal, je crois. Je suis plutôt content de moi et j'ai l'impression que mon chef aussi est plutôt content de moi. Je manque évidemment d'expérience, de vitesse, je fais quelques maladresses, quelques erreurs, mais je m'en sors plutôt bien. Et sur les quelques pierres que j'ai posées, il y en a déjà 2 qu'il n'a pas eu du tout à retoucher. C'est plutôt pas mal. Alors pour poser une pierre, comment on s'y prend? On va d'abord commencer par faire un lit de pose avec du mortier. Il faut qu'il fasse environ l'épaisseur d'un doigt, c'est-à-dire quelque chose comme 5-8 mm d'épaisseur environ. Le lit de pose doit être le plus droit, le plus horizontal possible, le plus régulier possible. Pas facile. On ne m'a fait travailler qu'avec des pieds droits, donc avec des petites pierres. Elles sont plus maniables, plus légères, et le lit de pose n'est pas très grand. Les lentilles, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Quand on apprend, il faut toujours commencer avec le plus facile. Une fois le lit de pose bien régulier, il va falloir prendre la pierre, se débrouiller comme on peut, parce qu'on ne peut pas l'attraper de deux côtés opposés, puisqu'on va être gêné soit d'un côté par la maçonnerie, soit par la fenêtre, donc il faut essayer de la tenir un peu comme on peut difficilement en mettant de la force dans les doigts, et la poser délicatement, et la plus précisément possible, de manière à ce qu'on ait à la faire bouger le moins possible une fois qu'elle est posée. Et ensuite, à l'aide d'une règle, d'un niveau, on vient s'assurer qu'elle s'aligne avec toutes les autres pierres et qu'elle est parfaitement verticale. C'est une partie qui n'est pas facile du tout, et selon comment on a réussi le lit de pose, ça peut être une partie très facile ou très difficile. Parfois, il faut enlever la pierre et recommencer le lit de pose, tant le lit de pose est mal fait. Et oui, ça peut paraître anodin, mais il suffit d'un tout petit décalage, mettons de 1 degré d'inclinaison, 2 degrés d'inclinaison, pour que ce ne soit pas bon. Il faut être le plus précis possible, le plus droit possible. Mais en définitive, j'adore ça. Je ne me suis vraiment pas trompé, et je crois que je vais passer des années absolument formidables à continuer cet apprentissage, et au-delà, je ne sais pas comment je vais me projeter. Est-ce que je fais le Tour de France des compagnons, ou est-ce que je commence directement à travailler et à me poser plus sérieusement? Je n'en sais rien. Mais je suis très content de ce que je fais, et j'envisage un avenir plutôt solide et concret. Et ça fait du bien. On dit souvent que les jeunes n'arrivent plus à se projeter, n'arrivent pas à avoir d'avenir. Ce n'est pas mon cas, parce que je suis dans un métier où il y a énormément de travail, et ça ne risque pas de manquer le travail en taille de pierre. Mon avenir, je pense, est assuré si je continue à travailler sérieusement et que je continue à faire des progrès. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Et j'espère que ça va continuer. J'ai toutefois eu quelques points noirs durant ce mois-ci. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je me suis fait voler mes papiers et j'ai eu 2 pneus crevés. Je vous explique ça plus en détail. Les pneus crevés, c'est une histoire de malchance totale. Un vendredi, je rentre du travail, je me gare, tout va bien, bon. Je reprends la voiture le lundi matin pour aller au travail, et, oh, surprise, le pneu avant droit à plat. J'avais fait quelques mètres, et je m'étais aperçu qu'il y avait bien un problème, je sors, roue à plat. Bon, changement de roue, le matin, à 7 h, encore pas forcément bien réveillé, dans le noir, j'étais très content, surtout que je n'avais encore jamais changé de roue de voiture. Je la change, plus ou moins difficilement, je fais à nouveau quelques mètres, et le problème continue. La roue de secours, elle aussi, était à plat. Vraiment, pas de chance. Je me retrouve donc sans voiture pour aller au travail. Heureusement, il y a quelqu'un qui a pu m'amener, qui a pu ensuite amener mes 2 roues chez le garagiste. Et je ne la remercierai jamais assez, parce que ça a été une grande aide. Cette personne, vraiment, merci de m'avoir aidé. Mais enfin, pas de chance quand même.
À qui c'est déjà arrivé, en l'espace de 20 minutes, d'avoir 2 pneus crevés? C'est rarissime. Bon, pas de chance, ça m'est tombé dessus. L'autre point noir, l'autre histoire sombre de ce mois-ci, on m'a volé mes papiers. Et dans des circonstances vraiment pas agréables. Alors je ne me suis pas fait agresser, mais c'est quand même pas beaucoup mieux. Figurez-vous que mes papiers étaient dans mon sac, rangés dans le camion de l'entreprise. Le camion était garé dans l'impasse fermée par un portail. Quartier plutôt calme, assez aisé dans la ville. Donc a priori, pas beaucoup de risques. Et pourtant, à midi, au moment d'aller manger, mauvaise surprise, mon sac et le sac de mon chef n'étaient plus dans le camion. Les voleurs avaient réussi à entrer dans le camion, à prendre nos affaires, et donc je me suis retrouvé sans rien, mon chef aussi. Plus de carte bleue, plus de chéquier, plus de papier, plus rien. Heureusement, on a pu retrouver nos sacs un peu plus loin dans une rivière, mais malheureusement, dans mon cas, je n'avais plus aucun papier. Plus rien du tout. Je pense que les voleurs ont dû vider mon portefeuille et récupérer le portefeuille, qui était quand même assez beau, pour le revendre à peut-être 10-15 euros, il ne vaut pas grand-chose. Mais donc je n'ai absolument plus aucun papier. Mon chef, lui, a pu quand même récupérer certains papiers. Moi, non. Plus de carte bleue, plus d'argent en liquide, plus de chéquier, plus de carte d'identité, plus de permis de conduire, plus de carte vitale, plus rien du tout. Il a donc fallu refaire faire tous les papiers et je suis encore loin d'avoir tout récupéré. Grosse mésaventure. Avec, dans les pertes les plus embêtantes, mes clés de voiture. Heureusement, j'ai un double. Mais bon, quand je vois le prix pour refaire un double des clés de voiture, 200 €, ça fait un peu mal. Heureusement, normalement, ma banque prend en charge le remboursement des clés et des papiers puisque je me suis fait voler ma carte bleue avec. Mais bon, ça fait un peu mal, c'est quand même particulièrement désagréable. Il m'a fallu une bonne semaine pour digérer ce vol et encore, je n'en suis pas tout à fait remis. Je n'ai toujours pas récupéré tous les papiers. Le côté absurde de la situation, c'est que je suis retourné à la rivière quelques jours plus tard pour voir si par hasard il n'y avait pas encore quelques petites choses que je pouvais récupérer. J'ai retrouvé 2-3 choses, dont mon permis de conduire, mais malheureusement, comme je l'ai déclaré volé à la gendarmerie, mon permis de conduire ne vaut plus rien, je suis obligé de le refaire faire. C'est idiot, mais c'est comme ça. Depuis le vol, autant dire que je ne prends plus mes papiers avec moi sur le chantier. Non, non. Je laisse mon sac avec mes clés de voiture à l'entreprise et avec moi sur le chantier, je ne prends que mon repas et mon téléphone qui de toute façon est toujours avec moi. Voici donc ce qu'il s'est passé ce mois-ci durant mon apprentissage de tailleur de pierre. Quelques points négatifs, assez négatifs tout de même, mais beaucoup de positifs. Je suis vraiment très content de ce que je fais. J'ai l'impression que ma vie d'adulte commence enfin. Un grand changement, très positif et très agréable pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de continuer à suivre mon apprentissage et en apprendre plus sur le travail de la pierre, car je ferai un jour, je l'annonce depuis le début, mais un jour je ferai des vidéos spéciales sur des thématiques spécifiques, eh bien abonnez-vous. Et vous pourrez en apprendre plein de choses, découvrir plein de choses sur ce métier qui est absolument passionnant et qui va, je pense, être un métier clé à l'avenir. Je ne le répéterai jamais assez. Avec tous les problèmes environnementaux que nous avons actuellement, le béton armé ne va pas pouvoir continuer en masse. Et il va bien falloir se tourner à nouveau vers des matériaux naturels. Pour le moment, c'est le bois qui domine et qui est cité absolument partout. Mais croyez-moi, les autres matériaux naturels, notamment la pierre et la terre crue sous toutes ses formes, vont revenir en force. Ça a déjà commencé. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai autant que possible, dans les commentaires, dans les vidéos. Alors allez-y, il n'y a pas de questions bêtes. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour un prochain bilan dans un mois.